métropolitains se font en même temps et sur les mêmes listes que les élections aux conseillers municipaux, les conseillers des villes. Et il n'y a pas, à l'échelle de la métropole, des 49 communes, qui est une échelle un peu plus importante, c'est 500 000 habitants en gros, il n'y a pas d'élection directe. C'est une élection directe, si vous voulez, mais de second niveau. C'est-à-dire c'est quand, dans chacune des communes, les citoyens votent pour un programme, ils votent en début de liste pour le programme de la commune, et les personnes qui sont sur le début de la liste vont automatiquement au conseil métropolitain. Autrement dit, il n'y a jamais eu dans la métropole de débat métropolitain sur un programme métropolitain. Vous comprenez ? C'est-à-dire que le programme ensuite vient des discussions que les différents groupes politiques qui émanent des communes vont avoir pour se mettre d'accord sur un programme métropolitain. C'est important parce que du coup, la Convention citoyenne pour le climat, d'une certaine manière, je ne vais pas dire qu'elle s'est substituée, mais elle a fait un travail parce que les citoyens étaient représentatifs de l'ensemble du territoire et de l'ensemble des communes. Elle a fait un travail qui est un travail de programme. Enfin, leur proposition est une sorte, entre guillemets, sur un thème quand même très précis, sur une focale précise par rapport au climat, mais est un travail qui n'a pas été fait préalablement aux élections, qui ont amené à un exécutif métropolitain, la salle dans laquelle nous sommes ici, et un conseil métropolitain. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ensuite, il y a une partie des propositions qui sont proposées qui vont être votées en conseil métropolitain, et une partie, je vais y aller ce soir par exemple, qui vont être proposées dans chacune des communes parce qu'elles relèvent des compétences des communes et qui vont être votées dans les communes. Et du coup, la première chose que ça a changé, c'est qu'on va avoir un alignement en quelque sorte entre des propositions qui sont soumises dans chacune des communes sur leurs compétences et les propositions qui sont soumises au conseil métropolitain. Et ça, c'est fondamental parce que ça signifie qu'en fait, cette réflexion préalable qui vise à aligner les politiques publiques à l'échelle d'un territoire, qui ne peut pas avoir lieu parce que le système est fait comme ça, a lieu, entre guillemets, en second niveau à travers la Convention citoyenne pour le climat. Ensuite, alors, sur l'atterrissage, donc, ce que ça change, quelle est votre question ? Est-ce que ça va changer ? On va voir, je ne sais pas encore aujourd'hui, parce qu'on est en train de réfléchir. Ce que ça a changé déjà, c'est qu'on va avoir un conseil métropolitain exceptionnel, c'est uniquement là-dessus, ça ne s'est jamais produit. Donc là, c'est une nouveauté. Donc ça veut dire derrière des commissions assez exceptionnelles, sur cette question-là, dans toutes les politiques publiques. Ça veut dire que chacun des vice-présidents, là, en ce moment, est en train de bosser dans les semaines les mois qui viennent, jusqu'à ce Conseil métropolitain de mars, sur ces politiques publiques, sur ce qui va porter, lui, et qui émane de la Convention citoyenne pour le climat, et qui sont une traduction, en quelque sorte, des propositions des citoyens. Et puis, ce qui va changer aussi concrètement, c'est que le président a souhaité que l'ensemble des élus et un séminaire préparatoire à cette séance exceptionnelle du Conseil métropolitain. Donc voilà, ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà énorme, sachant que les propositions qui sont faites sont des propositions qui sont plutôt assez, voire très structurantes des politiques publiques. Donc derrière, si vous voulez, il y a quand même un certain nombre d'engagements. Ce que ça n'a pas changé, mais là on a été clair dès le départ, c'est que les citoyens allaient faire des propositions et les élus allaient les voter ou pas les voter. Ça, c'était quelque chose qui faisait partie de la délibération cadre qui a présidé à la Convention citoyenne pour le climat. Les règles du jeu, quoi. Dorine, est-ce que la place des élus dans la Convention, dans l'Assemblée citoyenne écossaise a été pensée différemment après une première expérience? Vous avez eu une première expérience, là, donc on se l'est dit, sur le futur de l'Écosse. Et là, du coup, au moment où vous organisez la Convention citoyenne climat, est-ce que vous avez été amené à repenser l'organisation de l'Assemblée citoyenne et notamment de sa gouvernance en donnant une place spécifique aux élus, aux politiques, d'une part, et puis à toute l'organisation avec des scientifiques, avec...
Yeah, absolutely. Thank you very much. This is such an important discussion. I really can't stress enough that where decisions are taken really matters. So who decides and who is responsible? So just to kind of go back to the beginning, in Scotland that we have run 2 assemblies. The first one, as you said, was on the future of Scotland. That was a huge, broad remit. I mean, almost unbelievably broad. And that played out. So the participants really struggled with what are you actually looking for here? So we learned to make it slightly less a whole world thing, just climate. But much more particularly, the whole learning from our first assembly meant that the impetus for the Climate Assembly actually came from Parliament. So there was a review of our Climate Act, and Parliament said, yes, well, we'll accept the new climate sort of suggestions of how we were going to reach net zero. But in addition, we expect you to involve the public properly, and we want a citizen assembly. So that was the initial impetus for this particular assembly, which was different from the first. The other bit of learning that we had was how we set up. So the structure and governance of all of these kinds of deliberative processes is really, really important. You have to have 2 things. One is sufficient independence from government to be able to have a credible process that people are going to trust. But you also have to have sufficient link back to whoever is commissioning it and whoever is asking for it to make sure that you can hold their feet to the fire. That actually something will happen with what comes out. Otherwise, impact is going to be less. I mean, to be fair, we've taken 300 years to get our representative democracy into the state it is now. So we can't expect deliberative democracy to land fully formed. We have to learn. And we have to exercise our democratic muscles, not just as participants, but also as civil servants, all of whom, all of my colleagues are working really hard, trying to solve problems. That is why they join government. People don't work for governments for the money, believe me. You don't work for government for the money. You work for government because you want to see change. But the way policy works, you have a sort of cycle of the way politicians are elected to do particular things. And they then say, right, that's the particular things we want, go do. And that go do means that what the technocratic solution to each of those issues sits with government. So trying to shift that process and say, well, actually, most of the really complex issues that society has to deal with won't happen and won't happen in a trusted way unless people can see and understand and be involved in the solutions that are being proposed. So what you need is a way of delivering that. And it won't be just one way. So most of my work is looking at a variety of ways of getting people involved in the work. But in the assembly, we were, as you said, very careful not to have politicians involved in the discussion. So the assembly was set up, it had a secretariat, it had an oversight or stewarding group. And that stewarding group was offering advice on the design of the assembly, the question that went to it, the kinds of things that were being dealt with. And what the stewarding group was made up of was process experts, subject experts, and we also had across the political spectrum involvement from all of the parties.
Or we invited them all. There were only 3 of our 5 came, but they were all invited to be part of it, so that when this went back to Parliament, there was both a knowledge, a set of advocates, and there was an acknowledgement that there needs to be action come from it. Merci beaucoup, Dorine. On sent à la fois l'enthousiasme et peut-être la frustration des civil servants, donc de l'administration. On sent l'enthousiasme des politiques. Ça m'intéresserait peut-être, Graham, de l'expérience que tu as ou de l'observation de plusieurs conventions citoyennes, que tu nous dises justement ce qu'on peut observer et qui est intéressant de l'articulation entre l'administration et le pouvoir politique. Qu'est-ce qui est important entre ces deux pôles? Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble? Est-ce qu'ils ont des rôles séparés? Et surtout, est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire? Est-ce qu'on peut faire des recommandations sur la posture des uns et des autres? Ou, comme on se l'est dit tout à l'heure en préparant, finalement, ça doit s'adapter à chaque contexte, à la fois politique, de l'administration à laquelle on s'adresse. Une grande question. I'll say a few random things, but and try to respond to some of the things that have been said by the 2 panelists. The first is that there are lots of what I would call playbooks out there, guidance on how to run an assembly. We're doing that with Knocker. We do that all the time. But where is the guidance for public administrators for how to land the assembly? There is actually no guidance. I talked to a lot of my colleagues who work in this every day, and there is no guidance for how to design the process, the follow-up process, or how to design the public administration of a climate assembly. And I think this is a real disaster for this area, that we haven't got that, and that we're not able to give guidance here. And so one of the things Knocker's starting to do is to try and think about what that might look like. And I think there's a real tension here about the way in which the logic of public governance, the logic of public administration, the logic of the political system meets the logic of deliberative democracy. In a sense, it's not a surprise. Public administration and public governance needs to consider, needs to take seriously issues of accountability, issues of control, issues of verticality. Whereas the sort of logic of deliberative democracy is a logic of flexibility, a logic of openness, a logic of horizontality. So it's not a surprise that we actually have a tension here and a clash, and we should recognise that, and it is really difficult. So I think what we really need to do is we need to start thinking, as we're preparing a climate assembly, where we spend all of this money and time thinking about how we engage the citizens, spending equal amount of time and resources thinking about how we design this to actually fit with our political system. And in that, we're going to have to think very carefully about what are the role of politicians. Here we're thinking about politicians who may be in government or politicians who may be within elected legislatures. And one of the interesting things challenges we have here is that, and it was a point made by the members who earlier talked about that kind of transformational moment that the assembly was for them. We also know that it's a transformational moment for politicians and civil servants who actually go to these assemblies and see them. The problem is that we also don't want them to be too involved in the process. We've got this real problem. And I've talked to a number of civil servants who have said the first time I knew about the assembly is when this report landed on my desk. And what am I supposed to do with this report? I didn't know about it was happening. I didn't know what sort of weight should I give this. So it's really interesting. A lot of people have had transformational moments in the process of running it. Then that's passed over to people who have no experience of that process whatsoever. And I think that's really difficult. So how we can bring people in, bring key politicians and key civil servants into the process without undermining it, I think is critical. And so I think what happened in Scotland is really interesting, because the Secretariat, the people who were doing this on a day-to-day basis, were actually were seconded civil servants. They didn't design the process, they didn't deliver it, but they were the ones, if you like, providing resources, making sure everything was going together, making sure all the resources were used in different ways, and they were really key. And as you said, you had politicians in the stewarding group. So neither the civil servants nor the politicians were actually doing the contact with the citizens, the direct contact with the citizens, the direct design work, but they were in the mix. And I think that was really, really interesting.
And in Scotland, they continued the Secretariat. Usually what happens is the Assembly ends and all the officers who are working on it go and do other things. All of the citizens leave and there's nothing else for them to do. And then and as I say, it's left to civil servants and politicians who'd never really been in part of the process. But in Scotland, they actually continued the Secretariat for 9 months, I think 9 months, 12 months, and the stewarding group, in order that they could actually spread out, they could be champions for it. They could actually carry on the work of it. And was mentioned earlier, the citizens reconvened after 6 months to look at the response of government. The government did this amazing amount of work. I know you didn't necessarily think it was that great, Graham, but compared to other places, they did a lot of work to produce over 100 pages of response to what the citizens had done. And a lot of effort was done into that. The citizens came back, reviewed it, said, we would like it to be changed in other ways, and then it ended. Graham, let's ask afterward to Doreen concretely how they did. Mais je voudrais demander peut-être à Pascal Clouer si ça, vous aviez anticipé ou est-ce que vous aviez échangé entre élus et administration sur l'instruction des mesures. Est-ce que vous aviez anticipé ce que représenterait l'arrivée également d'un certain nombre de mesures? Je sais que vous êtes en plein dans l'instruction, l'arrivée, donc on n'a pas forcément la réponse, mais est-ce que c'est un sujet pour vous? Oui, c'est un gros sujet. En fait, on est en plein dedans parce qu'en ce moment où on parle, entre maintenant et on va dire fin janvier, les services sont en train d'instruire les propositions qui sont faites. Et c'est assez complexe parce que les citoyens, eux, ne raisonnent pas en termes de délégation de politique publique. Quand ils font une proposition, ils font la proposition comme ça. Je prends un exemple, par exemple l'éclairage public. L'éclairage public, ça relève une partie des compétences de la ville, une partie des compétences de la métropole, une partie des compétences des fournisseurs d'énergie, etc., etc. Donc quand les services ont à s'emparer des propositions qui sont faites, il y a un travail de triage qui est très important. Et l'enjeu, en fait, c'est de faire ça de manière la plus transparente possible pour éviter justement qu'on interprète la chose comme étant une sorte de prise en main par le politique, de transformation des propositions. Alors soit les citoyens, soit les oppositions, hein, carrément, quoi. Donc ce travail-là est un travail éminemment important. Et puis en plus, c'est un travail, ça on l'avait un peu moins anticipé, sur lequel les vice-présidents qui sont en charge, eux, des politiques publiques, veulent regarder ce qui se passe, parce qu'en fait c'est eux qui présentent en conseil métropolitain les délibérations. C'est eux qui la présentent. Donc il faut que la délibération qu'ils présentent, ils sachent ce qu'il y a dedans, comment elle a été faite, d'où elle vient, pourquoi il y a telle chose, etc. Et ceux qui portent les délibérations, ils appartiennent à des groupes politiques différents. Donc ils vont porter une délibération, mais ils appartiennent à un groupe politique. Voilà. Et alors c'est la délibération de la Convention citoyenne, mais après elle est quand même ensuite votée par des élus. Et puis je vois pas bien comment, dans le système français, on pourrait faire en sorte que les propositions qui soient faites par les citoyens ne soient pas votées par les élus, ou soient votées automatiquement par les élus. Je pense qu'on aurait un contrôle de légalité, ça serait retoqué par le préfet. Hein. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à articuler la proposition, le circuit qui vise à la transformer en délibération, parce que souvent une proposition, elle va être dans 2 délibérations, et pas que dans une, donc portée par 2 élus qui appartiennent à la même majorité, mais à des groupes politiques différents, donc ça veut dire qu'il faut quand même après rediscuter avec les groupes, etc. Et ensuite, elle est votée en métro par l'ensemble des conseillers métropolitains qui, eux, représentent encore plus de groupes politiques différents, y compris l'opposition. Donc il y a un travail politique qui échappe peut-être aux citoyens, qui échappe pas, mais dont le citoyen n'a pas conscience. Et c'est la partie émergée de l'iceberg. Oui, c'est vraiment la partie politique. Hein. On a souvent en tête, et pour les citoyens, en face de ma proposition, qu'est-ce qui est retenu? Mais là, on a en face de ma proposition, comment est-ce qu'elle est réorganisée pour coller pour être bien adressée à chacun des responsables ou à chacune des politiques ou même à chacun des compétences métropolitaines ou autres. Donc c'est déjà un travail technique d'analyse. Et ensuite, il y a un travail politique de portage avant le vote. Donc on voit bien qu'une mesure ou une proposition, elle fait forcément un trajet après. C'est ça qu'on est en train de raconter et qui n'est pas forcément clair pour les citoyens.
Voilà, bien sûr. Alors, on essaye de faire en sorte. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité s'associer au service de la CNDP, parce que derrière, il y a quand même des experts qui ont l'expérience de tout ça et qui peuvent vraiment nous aider. Ou des experts comme les personnes qui sont dans les associations, qui ont un regard un petit peu différent. Mais ça n'empêche que tous les phénomènes, tous les effets secondaires que je suis en train de dénoncer, ils existent. Et également d'autres effets, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en conseil métropolitain des élus qui vont attaquer une délibération, mais ce n'est pas la délibération qui est visée. C'est un effet rebond sur une autre politique publique. Parce qu'il s'agit de créer des conditions pour que quelque chose d'autre qui est négocié ailleurs et dans d'autres conditions, vous voyez. Donc en fait, mais on n'échappe pas à ça, en fait. Ça fait partie de la vie politique, en quelque sorte. Hein. On ne peut pas se dire on fait comme si ça n'existait pas, on a la Convention citoyenne, ils font les propositions, puis on les vote. Hein. Il y a une sorte d'épaisseur du politique dont il faut tenir compte. Très bien, c'est très intéressant et éclairant. Doreen, est-ce que dans le cas de la Convention ou de l'Assemblée écossaise, il y a eu des enjeux, des difficultés, des challenges spécifiques à cet atterrissage et à l'instruction des mesures ou des propositions citoyennes? I could talk for the next 3 hours on this. There are a couple of things. One is when the Assembly was set up, it was set up with the answer, and Graham's already explained that government put a lot of effort into thinking about that 100-page report, and then what they did with that is assign those bits to the policy teams all over government that are dealing with those issues. And I suppose the final bit of that link, and the other thing that happened was there was a debate in Parliament. So it came back and the report was debated in Parliament. And that was put into the remit. At the very beginning, the remit for the Assembly was set by Parliament, and the commitment from government was that it would come back and report to Parliament within 6 months. It was actually 9, but who's counting? And I guess there is a couple of things here. The way most public services work is that distributed model of bits of policy work being taken ahead, and that sort of idea that somebody is beavering away trying to solve transport in Glasgow, and suddenly another thing comes in from the side and says, but we're not going to have that in Glasgow, we're going to look at this. So there's a process that we need to get right about the breadth of the issue that's being dealt with, the remit that citizens are being asked to respond to, the honesty with which they are introduced to the subject, and the breadth of evidence and understanding that they're given. Really, all of these things really, really matter. But also, somebody is having oversight at the end to say, so you came up with those things, we're dealing with them in this way, and a year on, well, we've progressed those few. Timescales are different. Graham gave a lovely summary of the Young People's Assembly. So we had a Children's and Young People's Assembly alongside our Adult Assembly, and their urgency and their lack of toleration of the nonsense that grown-ups came up with to slow down the process. How dare you say it's going to take 5 years? I'm going to be an adult by then, so I won't. So that urgency was really interesting. But once that gets into the treacle treading that is a civil service, you have to have really clear
processes to put this so it is embedded as a way of providing a really valuable source of evidence and is seen as such and is referred to as such, and there is somebody advocating for it. Thank you. Do you want to add something? I always want to add something, yeah, but on this, I think there's a really interesting issue with these assemblies, which are kind of like comprehensive of saying, let's deal with climate change. Yeah. What are the issues? Because what it's not honest about is what the policy windows are at that particular moment in time, or what the contested issues are, what the difficult issues are. And I think very often, and I'm listening to myself, you were talking about, for example, when the Scottish Scottish government responded to the Citizens' Assembly, they said, actually, we're already doing some of these things, or this certain thing isn't possible for the following reasons. And we have to ask ourselves, why didn't the Citizens' Assembly know that? And I think part of the problem was because you were asked to do too much. Now, we're in a really difficult situation here because there's a kind of split within the Assembly community about people who want to see top-down versus bottom-up, kind of, you know, what kind of Assembly are we talking about? But I think when they're commissioned by a local authority or by a national government to help them with policy, we're explicitly talking about a top-down process. And at that moment, I think it's really vital that government is honest and politicians and civil servants are honest about those things that they can deal with at this moment in time, those things that are contested, those things that are deadlocked, those things where citizens could help them break through, and not deal with this stuff over here, which is perhaps a bit more peripheral. And so I think a more honest conversation with the citizens, and not saying, how do we solve the climate emergency, but rather, these are the 4 or 5 things that we're really grappling with and we can't deal with. It's a really hard thing for politicians to do, to say, these are the things we can't deal with, or haven't been able to deal with. But I think that would be, for me, when we're talking about the top-down model, that would be a better use of citizens' energy and citizens' creativity and citizens' time. Thank you. Dans ce que vous avez dit tous les deux et ce que vient de compléter Graham, on a compris la complexité de l'instruction des propositions, du processus, des enjeux, du temps, des échelles, de qui ça concerne et pas forcément seulement la personne ou l'autorité qui a organisé l'Assemblée citoyenne. Et finalement, on n'a pas parlé tant que ça de la place qu'on pourrait donner aux citoyens qui ont été impliqués dans la Convention ou dans l'Assemblée, dans ce suivi ou cette instruction. Tout à l'heure, quand on a eu la discussion avec les citoyens, ce qui est ressorti, il y a eu une tension en fait dans la discussion. Hein, tout le monde a apporté, et Marie-Sylvie, qui a participé à la Convention nationale, a relaté son questionnement ou ses doutes. Est-ce que la présence des citoyens au moment de l'instruction, pas seulement comme récipiendaire de la transparence du processus, mais comme acteur du suivi, vous semble intéressant, important, ou est-ce qu'il faut mettre à un moment des limites parce qu'on est dans cette complexité? Doreen ou Pascal? Yes, I mean, I think the role of participants is just, I mean, it's so core to this and getting it right. We're never going to get it right first time, so sorry for those who were experimented on. Experimented with. Oh, sorry. Yes, we did do it with. I think there are a couple of things. If we... those of us in deliberative democracy who want to see this routinely used, and we want to see that and certainly in Scotland, one of the things we're trying to do is make sure that it is inclusive. So we very carefully weight our assemblies and any of our deliberative processes to make sure we're reaching the people that we don't normally speak to. And we're also being really thoughtful about what that means in terms of the resources you need out of government as well as inside of government. But the thing that
people often don't recognise is that point that the lady from the National Convention said, that it is life-changing, or it can be life-changing for many of the members. What you're doing is having an opportunity, and many of ours have said things like, nobody's ever asked me my opinion on something before, and certainly not in a way that it looked like it mattered. And I guess building on that, if we do this routinely in every policy area, you're going to have an awful lot of people in Scotland that would like to stay involved. And I think we need to be really thoughtful how we build those skills with the public, and the idea of the sort of self-organising groups that want to take it forward. So one or two of our Climate Assembly have gone off and gone into the sort of political sphere. They've gone off and are doing things themselves. How much of that should be organised from the centre, I think, is a matter for discussion. I'm not sure that us top-down saying, well, we gave you this opportunity, therefore we think you should still give us more. So I think there's a real question there about how we do it and what comes. But make no mistake, what it does is give people a completely new way of looking at some of the really difficult issues. And it is useful both for them as participants, and I hope they all go and bore their friends in the pub for ever and a day about how they did this and the things that were important. But I also hope that means people are much more engaged in Graham also talked about our community empowerment in Scotland. The Scottish Government was arrogant enough to think it had the power to give away. But actually, it's a really meaningful piece of legislation, and we are reviewing it at the moment and being really thoughtful about the places where the public should and can get involved in decision-making to support representative democracy, to be really thoughtful about what are the ways that we can be sufficiently transparent and accountable. J'essaye de faire circuler la parole, mais ils sont passionnés. Pascal Clouer, dans la métropole, alors vous êtes un responsable en charge des questions participatives, dont je ne vais pas vous demander s'il y a des limites à l'implication citoyenne, à cette instruction derrière, mais quand même, à quel moment, comment on peut associer dans la suite les membres de la Convention, hein. Je pense qu'on apprend et on fait en marchant un peu, mais... Oui, voilà, en toute modestie, on en est là, nous. Ce qu'il faut... Vous avez droit à un joker. Hein, non, mais on est entre nous. Hein. Et c'est bien de réfléchir ensemble, donc aucun problème. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de suivi actuellement, là, par exemple, j'ai plus de sollicitations des élus qui veulent savoir où on en est que de sollicitations des citoyens. Enfin, même si les citoyens sont très intéressés par la question du suivi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de tuyau comme ça qui part de leurs propositions, qui va jusqu'à la délibération. Les élus, ils me disent, le tuyau, il faut qu'il soit transparent. On veut voir tout, de A à Z, qui fait quoi, quand, etc. Et ils viennent tous me voir. Bon. Et donc, on discute avec les services. Et les services me disent, ah non mais attends, là Pascal, il faut déjà qu'on traduise les trucs, et puis qu'en plus, on fasse un truc transparent et qu'on pense au processus, et on ne va pas y arriver. Bon. Donc on a essayé de se dire que... Ah, ils sont là. Vous voyez. Les services sont là. Donc ils sont en train de le faire. Et donc, voilà, donc, et en même temps, il y a cette exigence-là. Donc, bon, parce que derrière, il y a des vrais gens qui travaillent, voilà, c'est pas que des idées, en fait. Hein, donc, à un moment donné, hein, on a aussi ces contraintes-là. Donc, on s'est dit qu'on allait faire des points réguliers où on rendait compte de l'avancement et on allait voilà, faire en sorte que les vice-présidents soient aussi co-porteurs, que l'exécutif soit informé, etc. Donc ça, c'est pour le suivi et pour vous dire qu'en fait, il y a comme une symétrie, en réalité, sur la question du suivi entre l'exigence des citoyens, en tout cas de ceux qui sont dans la Convention citoyenne, et les élus. Il n'y a pas un truc comme ça d'un côté. Bon.
Et la deuxième chose, c'est que nous, on est tout à fait, en tout cas, on l'a anticipé dès le départ, hein, le fait qu'il y ait des modalités de suivi et d'évaluation de la part des citoyens. Pour nous, ça semble évident. Et d'ailleurs, les citoyens se sont organisés en deux groupes, un groupe qui vont porter la parole, des ambassadeurs, et un groupe qui sont des suivis, des évaluateurs, je ne sais pas comment ils vont s'appeler, et on est en train de construire ça actuellement avec eux. Voilà, donc on y tient, parce que ça nous semble important. Mais je vais quand même un tout petit peu plus loin. Il faut quand même se dire que tout ça se passe dans un cadre légal. C'est-à-dire que nous, on a un règlement de ce qu'on appelle un CGCT, c'est un règlement qui régit la façon dont les collectivités prennent un certain nombre de décisions. Et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que nous-mêmes, en tant qu'institution, nous sommes contrôlés par l'État, via les services de la préfecture. Donc, vous voyez, on est quand même aussi dans un système. Je veux dire, on n'est pas des politiques métropolitains qui pouvons faire à peu près tout ce qu'on veut, hein. Ça ne marche pas comme ça, hein. On est dans un cadre aussi légal. Vous comprenez ? On n'a pas tous les pouvoirs. Merci. Graham, en préparant tout à l'heure cette table ronde, on en est arrivé à peu près au moment où on arrive là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'une convention qui a été très prolixe, qui a eu beaucoup d'idées, qui a produit beaucoup de choses, livre une complexité à l'administration et aux politiques. Et donc on s'est dit, mais est-ce que la question, c'est pas que le cadrage de la Convention et de la question du climat soit plus clair, peut-être plus, comme le disait Doreen tout à l'heure, un peu plus précise, voire même qu'on soumette à la discussion des choses sur lesquelles travaillent déjà les services ou les politiques, pour plutôt que de demander à partir d'une page blanche « qu'est-ce que vous voulez ?», on demande, on est en train de penser à ça. En ce moment, on sait maintenant ce qu'il faut faire pour le climat, hein. Il y a quand même le dernier rapport du GIEC qui nous dit quelles sont les mesures ou les propositions, il fait des propositions à la gouvernance. Est-ce qu'on ne pourrait pas cadrer différemment les conventions citoyennes pour que, justement, on instruise plus facilement la mise en œuvre ? Je vous rappelle que l'objectif de notre discussion-là, c'est de se demander comment est-ce qu'on améliore la relation entre la délibération citoyenne, la délibération politique et les politiques publiques pour avoir un meilleur impact sur l'environnement. Donc, est-ce que réfléchir dès l'amont au cadrage, en partant, alors c'est peut-être un peu top-down, vous allez réagir, hein, mais en partant de ces propositions, les mettant en discussion sur les conditions de réussite, sur leur manière peut-être aussi d'être plus juste socialement, d'être accompagné, d'être équitable sur les territoires, etc. Est-ce que c'est pas une porte un mode une manière de réfléchir qui, je dirais, permettrait de tracer plus facilement l'instruction des mesures et l'impact de celle-ci. Je vous dis ça parce que nous, on réfléchit en termes méthodologiques. On a fait des propositions comme ça à la métropole pour travailler. On est allé un peu dans ce sens-là. Et puis, au milieu, je dirais, de la convention, on s'est dit qu'il fallait aussi quand même laisser la créativité citoyenne s'exprimer, enfin, en tout cas, dire ce qu'ils avaient à dire. Donc, on est toujours un peu entre cette tension de il y a des choses qu'on peut faire. Je me permets à travers ça aussi d'apporter ma petite contribution. Thank you. Yeah. I think we probably have to get away from thinking that we're always doing the same thing. I think citizens' assemblies, this methodology can be applied in very different circumstances and has been applied. And I think one of the mistakes we make is thinking that all of the assemblies that have happened in different places are the same. They simply aren't. They're integrated into the system in very different ways. Some of them are parliamentary generated, some of them are government generated, some are civil society led. So even then it's really difficult to generalise. I think there is a place sometimes for these big assemblies which deal with huge topics when that topic needs to be is sort of stuck or something. I can imagine it can be really important. And I sometimes think the French Assembly is a bit like that. The French Convention was really important
as a moment in French politics. It seemed to be the right sort of thing for that, but it wasn't necessarily the right sort of thing to do in Spain or Austria, or they may be in a different context. And I think there's been a tendency for us all to kind of, in a bit with the remits, to kind of copy each other. There's been a kind of path dependency because France did it, because the UK did it. Oh, now Austria's done it. Now Spain's done it. Scotland's done it. And I think we need to be a bit more creative. So I think we need to think about, as designers, the challenge is that you often get this really big. You go into an. Oh, sorry. Speak more. You go into an administration, and they want to do what these other people have done in another administration because they've seen it and they want a similar kind of thing. And I think that's deeply problematic. But I think that the thing that we need to take away from this discussion is that whatever the structure, the rationale for it, we need to spend, and I know I'm repeating myself, but I think it's worth repeating, we need to spend as much time, if not more time, thinking about how this thing is going to land and thinking about the role that politicians are going to play, civil servants are going to play, stakeholders are going to play, members are going to play, maybe other actors that I haven't listed there, and that we want them to play in that process. And that might mean thinking about how they're integrated into the governance. It might mean thinking about the processes, structures, who are going to be the champions when these things land. And I really, one of the things that I think was really telling from what Doreen said and from what you said as well is that these things end up back into the system, whether it's the political system of the political parties trying to negotiate about what they're going to do, or whether it's into the system of the public service. And as democratic innovators, we have to spend as much time trying to think about how we support that process and how we help toward it. And one of the greatest advocates I've found is actually the members. Because, as I said, not everybody will have experienced the Assembly. You've experienced the Assembly because you were very key in organising it. You've experienced it because this is part of your civil servant's responsibility. But when it goes to a political debate and suddenly someone from a political party who's never really heard about the Citizens' Assembly is trying to say, well, what's the status of this? Actually, people like Graham, people like Françoise, people that we're hearing from earlier from the French Convention are really actually important as advocates at that moment to be able to say, we did this is how we did it. Because actually most politicians have no idea about what it is. And most civil servants have no idea what it was. They carry around a mental map of what citizen engagement means and what the competencies that citizens have. And I think it's until you actually face a citizen who's been in that process, it's then really hard to kind of like, it undermines your prejudices. So I think, as I say, the key actors in the political system, we need to work out how to integrate them, but at the same time, we need to work out how we integrate these new actors, which are the members. And I don't think those people, they are a special group of people, but we've also got to remember they can't go into I know this happened in France, you may have stories about this, went into policy circles, and actually politicians wanted to start negotiating with those members and saying, well, does it have to be 5 hours? Couldn't it be 2 hours? Well, they can't, because so we have to understand that these different acts. So I don't have an answer. All I know is the fact that we're asking this question now, the fact that we've got a panel on this now is an advance, because a year or so all we were talking about was the design of the Assembly itself. So if we can use our collective brains, which have developed this method, which is a really exciting, creative method, to be just as excited and creative about public administration. I know it doesn't sound as fun, but it is really important. To be just as creative about what it means when we're thinking about elected legislatures, then I think we will. For me, that's the next step forward. And we need to. That's where our energy needs to be. Graham, je vais donner la parole à Pascal Clouer, et puis après, affûter vos questions, je vais vous donner la parole dans la salle. Je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ça laisserait supposer que d'un côté, on aurait les citoyens et de l'autre côté, les politiques. Il y a une sorte de polarisation qui est faite, alors pas d'opposition, mais... Non, c'est pas comme ça. En tout cas, moi, je peux vous dire d'expérience, un citoyen qui est... Moi, je fais plutôt la différence entre ceux qui sont bien informés, bien formés, et ceux qui ne le sont pas. Parce que j'ai remarqué qu'un citoyen qui est très informé de la chose politique,
à la fin, il raisonne comme un politique. Je vous assure que... Tout à l'heure, on a effectivement eu un témoignage de Françoise qui nous disait que c'était compliqué peut-être pour vous, vas-y si tu veux le dire, de soumettre à la votation vos propositions parce que... Il y a Pascal tout à l'heure quand je l'ai vu, oui, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que si on soumet une proposition à votation auprès de citoyens qui n'ont pas reçu une information minimale pour pouvoir juger avec clairvoyance, on s'expose à un refus ou à une réaction émotive, subjective, mais pas, en tout cas pas objective, quoi. Oui. Alors bon, non, mais, je vous laisse répondre. Pardon, vas-y. Françoise. Non, mais je trouve que la question qui est posée, c'est une vraie question. C'est-à-dire que plus on s'approche de la logique... Dans la délibération cadre qui a présidé à la Convention citoyenne pour le climat métropolitain grenoblois, en ultime étape, c'est le référendum. C'est-à-dire, on va mettre un certain nombre de propositions au référendum. Et plus on s'approche de cette étape-là, plus un certain nombre de personnes me disent « Mais attends, dis donc, quand même, tu vas pas mettre les mesures au référendum parce que les citoyens, ils sont pas informés et ils vont voter n'importe comment. » C'est un peu ça, je caricature. Mais y compris de la part de personnes qui ont fait la Convention citoyenne pour le climat, qui me disent « Mais nous, on a fait un chemin, etc. On n'aurait pas raisonné pareil au début qu'à la fin, etc. » Oui, vous avez raison. Sauf que les citoyens, ils ont aussi une légitimité. C'est pas la même, mais ils ont aussi une légitimité. Et là, la question que vous posez, elle est importante. Et oui, je suis d'accord avec vous, mais on peut poser exactement la même question pour les élections municipales. Combien de citoyens ont lu le programme ? Combien de citoyens ne votent pas pour quelqu'un, mais contre quelqu'un d'autre ? Je veux dire, vous voyez, c'est-à-dire que la question, combien de personnes même ne votent pas du tout ? En fait, voilà. Donc ces questions-là sont des questions qui sont justes, mais elles se posent pour n'importe quel suffrage. Alors peut-être petite remarque de mon expérience, puisque j'ai aussi participé à l'organisation de la Convention nationale. Il se trouve que les conventionnels de la Convention nationale ont eu le même réflexe. Et nous, en tant que designer de processus délibératifs ou participatifs, ça nous a assez, d'une certaine manière, amusés parce que, en général, les citoyens nous disent la même chose des élus. Ou les élus disent la même chose. Alors, on va pas soumettre à discussion ces sujets-là aux citoyens parce qu'ils vont rien comprendre. Et là, maintenant, c'est les citoyens, une fois qu'ils sont formés et qui deviennent finalement avisés, qui disent « Ah ben non, mais on va pas soumettre... Donc, en fait, à un moment donné, la question, est-ce que c'est pas comment rendre ou ouvrir ces conventions et toutes leurs ressources et c'est donc la connexion de ces mini-publics à un écosystème plus vaste, participatif, informatif, etc. Vous allez avoir plein de choses à dire. Je laisse Dorine et après, je vous promets, je vous donne la parole. Really, just a quickie. Trust within society is a problem. So whether it's politicians trusting the public or whether it's the public trusting politicians or indeed bits of our jurisdictions trusting each other, so local authorities don't trust national governments, that trust really matters. And this is one of the ways that we really can rebuild some of that trust and some of our confidence as members of society. We are all members of the society. It isn't that a politician isn't. Of course they are. And they may have a different experience. I just wanted to add a couple of things on your idea that we should narrow the subjects down. Yes, we should. We should be much narrower. We shouldn't see a citizen assembly as a one-off process in which you allow the public in and then say, oh, all right, we've got you now, I'll go away. It's much more about how can that inform your next bit of the policy world. And to be fair to my colleagues in climate in Scotland, that is exactly what they've taken from it, is they are looking at what kind of engagement
engagement do they do for the just transition? What kind of engagement do they do for other elements of it? But there is also a question then of, so you want us to talk about this, but you're not going to allow us to talk about that. Right. And we got that already. So we have to be really transparent. Yeah, agreed. Merci beaucoup. Allez, je vous propose que la salle. Alors, j'avais une première demande derrière toi, Christine. Vas-y, ou allez-y, en vous présentant comme ça, on sait d'où vous parlez. Merci beaucoup. Je suis très impressionné par vous tous et votre travail. So my name is John Stever. I'm with Innovation for Policy Foundation and the Global Assembly. And I really resonate with these ideas from Graham that you were sharing about sort of toolkits for public sector. And I would just love to invite you guys to describe, maybe if you've already been thinking about this, to share some of your thinking or to just improv a little bit. What are some of the components of that handbook for policymakers in terms of how to land these assemblies or how to understand them or otherwise? Not very thick. Non, et surtout, on attend des résultats de ce débat, beaucoup d'idées pour le faire. Aussi, ce guide. Do you want to... Non. Est-ce que vous avez des... Oui, if you have any idea. Or... I mean, to be honest, it's only been in the last. Well, we've known this is an area of lack for quite a while now, obviously, but it's only been in the last sort of months or two we've started to really start putting some thought and resources in it. So we haven't, and I haven't got that much to say at the moment. But I think what I have got to say is that we need to identify the different actors, the key actors within that political system, and try and figure out the different options that we have in terms of the roles they can play. And one of the things that we've done in Knocker, which is quite challenging for us, is the work that we've done with key actors within climate governance and their scepticism and resistance to climate assemblies per se. And so it's one thing for us to be able to design a sort of, a best practice method for sort of engaging public administration, but that also has to counter those perspectives that we know exist. And so for me, a lot of this and some work that Kelly McBride did for us is really important, is about pre-engagement. So many people, so many politicians, not yourself, Pascal, because you were one of the people who initiated it, but so many politicians and civil servants aren't involved in the conversation at the start. They aren't involved in the conversation during. They get involved at the conversation at the end. And somehow we need to bring people in early so it's actually, they know it's coming. That would be a good thing. That would be a good start, to let people understand that something is coming and that is going to affect their work stream and be able to prepare for that. So for me, it's about not leaving that till the end. And we tend to kind of, not a surprise, you often get your contract like 2 months before you've got to start the work. So it's like all heads down trying to get the actual assembly working. But actually, it should be all heads down trying to get the public administration in line. It should be all heads down trying to get the politicians aware of what's happening. And just trying to build that awareness would be a first thing. And then the second, I think, is identifying champions. Identifying champions within amongst politicians, amongst civil servants, amongst NGOs who are actually going to carry this work through and after the assembly. And last, and this is the most boring bit, but I think is the most interesting, it is the most important in many ways, is being able to give people ideas about the structures and processes you need to put in place, the kind of reporting mechanisms you need to be put in place. This doesn't sound like really exciting stuff around citizen innovation and getting citizen. This is about the day-to-day work that civil servants do. And we haven't got anything to say to them about that. And we need to have something to say. So for me, it's going to be that those are the kind of elements. Je vais donner la parole dans la salle. Je vais vous même en prendre plusieurs prises de parole, comme ça vous aurez des temps de réponse plus courts. Christine, et peut-être en redisant qui tu es, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. Donc, Christine Ranega, donc j'ai fait partie de la Convention citoyenne pour le climat national. Oui, moi je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit sur en particulier les référendums. En fait, à la Convention nationale, on avait la possibilité de mettre nos mesures, toutes nos mesures, on aurait pu demander à ce qu'elles passent au référendum.
Et en fait, on a demandé à en mettre une seule au référendum. Et ça a choqué certaines personnes parce que... Et on a eu la même réflexion que Françoise. Hein, certaines personnes ont dit, mais oui, mais nous, au début, et c'est vrai qu'au début, on avait des opinions complètement différentes, et je pense que si on avait fait les votes au début de la Convention, on n'aurait pas eu du tout le même résultat qu'à la fin. Parce qu'on a été formés, parce qu'on a pu discuter pendant 9 mois, parce que, voilà, et du coup, on s'est fait une opinion. Et on en arrive toujours au même point, c'est-à-dire qu'il faut former les citoyens, et il faut former aussi les élus. Parce que les élus, souvent, ils votent des décisions, mais ils ne connaissent pas à fond, parce que vous ne pouvez pas tout connaître, c'est normal, je veux dire. Et ça, c'est quand même un point essentiel. Je pense qu'il faudrait vraiment faire ces conventions avec tous les citoyens, en fait. Bon, c'est impossible, évidemment, mais c'est hyper important d'avoir la connaissance à fond du sujet pour lequel on vote. Merci, Christine. Françoise, Marie-Sylvie, et puis derrière, vas-y. Ouais, moi c'était une intervention pour rebondir sur ce qu'avait dit Pascal Cloer en disant que, en fait, je résume un peu, hein, mais que quand vous avez parlé des difficultés pour le politique de recevoir les propositions, de les mettre en application, etc., on se rend compte que, en fait, si on part des propositions citoyennes, en fait, on aboutit à une harmonisation des actions politiques. Donc, est-ce que oui, elles sont votées. Est-ce que c'est pas une façon de recrédibiliser le politique qui aujourd'hui justement est tellement décrédibilisé et que on obtiendra une meilleure adhésion, un meilleur consensus en multipliant ces conventions, ces assemblées citoyennes pour recueillir la parole des citoyens. C'est une remarque, une critique ou un constat? Ah, c'est un constat. C'est un constat, et un constat qui peut-être répondre au déni de démocratie dans lequel on se trouve aujourd'hui quelque part. Voilà. Pascal Cloer, vous réservez votre réponse. Je fais circuler la parole dans la salle. Vas-y, Marie-Sylvie représente. Alors, Marie-Sylvie Desnains, j'ai été citoyenne tirée au sort à la Convention citoyenne nationale pour le climat avec Christine, et j'ai été garante à la Convention métropolitaine pour le climat de Grenoble. Je trouve que oui, là, les conventions fleurissent partout, et c'est une très bonne chose à mon avis. Et je me demandais à quel point vous, qui avez décidé d'en mettre certaines en place, vous vous êtes appuyé sur les expériences précédentes, et notamment la Convention nationale. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous en avez retiré de positif, ce sur quoi vous avez souhaité vous appuyer par rapport à ça. Alors, aussi bien nos amis, bien sûr, écossais que Pascal Cloer. Et puis, ce que vous en avez retiré aussi de négatif, enfin, ce que vous avez trouvé moins intéressant, et ce que vous avez, du coup, pensé repérer comme écueil à éviter. Merci. À qui tu t'adresses, du coup? À tout le monde. À tout le monde, dans la salle. Je sais qu'il y en a qui sont là et qui sont en train de préparer leur convention citoyenne. Ils sont venus voir. Many thanks for your great insights. Mathilde from Democratie Ouverte and WRI. I just want to jump on what Graham had just said, to involve politicians not only at the beginning of the conventions but throughout. So Irish climate assemblies have brought together citizens and politicians. Do you think that it's a model that is replicable elsewhere? On note les questions, je les note, et à vous. You don't know my name. My name is Maria. I'm from Poland, from Shipyard Foundation, and we've led three assemblies, two on a municipality level and one on a national level, and we have just finished this Tuesday. Well, they were on smog, on energy efficiency, and on energy poverty. So climate sort of issues. And these three assemblies were in three different models from the organizing point of view. The two ones were there were municipality governments that asked us to do that, like it was a contest for civil organizations. So they were politically engaged, and they were civil servant engaged from the beginning because they were their initiative. And the last one was
Bottom up. There were no government involved. They didn't want to. So this is something I guess I have two perspectives that are very different, and these two perspectives. I'm sorry, I'm really nervous about the situation. I had a lot of things to say, and now there's a. Can you tell us if you noticed an impact, a different impact from the bottom-up deliberation to the other one? Well, it's yet to see. It's yet to see because we have just finished. So we have just finished, on Tuesday. So we're gonna see. There was an interest from the from the politicians, but what happens next? It's yet to come. But I know what I wanted to say about the recommendation process, about the process of making the recommendations. In the first one, there was we made a blockade, I would say that the politicians couldn't interfere in the process of making recommendations. So they were only made by experts and by the panelists. And they could say no if there are no, they couldn't say no. So they got recommendations at the end, and there were some that they couldn't agree, they couldn't make in the city level because it was just impossible for them, and it made a lot of frustration from the panelists and from the media. And also the mayor of the city made a referendum of one of the recommendations, even though it was a recommendation from the panelists. So it was a consensus. So it was really something that brought a lot of attention to the city, and it was infuriating, from the methodology point of view. The second one, it was, I would say, the best one from the point of view of organizers working with the municipality civil servants, because they were in the process all the way. We learned from the first one that we have to bring them in at the process and make some kind of not to come to this decision that was not decision, this situation that happened the first time. So we were working with them during the process and asking them if the recommendations that were proposed by experts and panelists could be made they were practical, and they are in the law of the city, they are in the city strategies. And there were very long discussions in between meetings with them, because they were saying, oh, no, it's not possible to make this. And we were saying, but is this forbidden by law or by strategies? And they would say, well, not exactly, but it's very hard. It's very expensive. But is it impossible? Well, no, it's not impossible. So there were a lot of pushing through and making the recommendations sound for them doable at the end. So all the recommendations that were voted in the end, they knew them all the way, and they were prepared that maybe some of them can go at the table for them in the end. So and they were happy with them, with the list that they got. We had this 80% of the votes. Line. If the 80% of the group agreed for the recommendations, they said they would do it. So, I would say this was the situation that led to a very good for them process. And the last one, I don't know. You don't know yet. Next. We'll see. Yeah. En tout cas, merci pour votre témoignage. Ça apporte dans notre discussion quelque chose que nous n'avons absolument pas abordé, qui est la question de l'évaluation chemin faisant pendant les travaux, de l'évaluation de l'impact des travaux. C'est toujours un problème techniquement,
Mais c'est aussi maintenant une question politique. De plus en plus d'assemblées se posent la question d'onboarder, d'associer les responsables politiques aux travaux, soit aux délibérations, soit à des moments précis. Et on n'a pas abordé ça. Est-ce que cela peut faciliter d'une certaine manière l'instruction à la fin? Mais il y a eu plusieurs remarques. Alors, tu veux quoi? Tu veux faire un commentaire? Tu peux nous aider à sortir? C'est en fait une question. It's a question about what you just said. Like, juste, tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que... Pardon. Lise Deshôtels, I'm a member of the Knowledge Network on Climate Assemblies, and I used to work on the French Climate Assembly. It's actually interesting to see that the French government updated its website, where it's reporting on how it's implementing the proposals from the French Climate Assembly. It did that the first time when the law was introduced to Parliament, but they've done it over the summer when they actually had no obligation because nobody was asking them so much about what are you doing. They've done that. I think it's actually quite a positive sign, coming mostly from the services and the administration, but still. So it's actually my question, like, we've talked about public officials, the members from assemblies, etc., but what is the role of civil society, and couldn't that role be connected to the follow-up and the implementation? Merci Lise. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir, peut-être... Non, je vous parle à vous. Allez-y, Patrice Clouer. Ouais, si vous voulez réagir. Oui, je vais essayer, parce que j'ai noté au fur et à mesure, mais donc ça va être peut-être un peu décousu, mais voilà. C'est pas grave. Sur l'appui sur la Convention nationale. Donc nous, on s'est appuyé sur la Convention nationale, très clairement. Ce qu'on a constaté, pour aller vite, c'est qu'on s'est appuyé sur la méthode. Voilà, parce qu'on s'est dit que la méthode de formation, de mise en musique de la controverse, de processus pour que les personnes décident, etc., était très intéressante, et donc on l'a reprise à notre compte. La chose sur laquelle on ne s'est pas appuyé, enfin qui nous semblait ne pas avoir marché, c'est le processus, comment dirais-je, de filtre par lequel les propositions ont été ensuite présentées aux instances délibérantes au niveau national. Et du coup, parce que derrière, il y avait quand même, entre guillemets, un seul homme, même si on sait que c'est jamais un seul homme, mais un filtre unique. Et donc le président était très clair dès le départ, il a dit de toute façon, ce sera le conseil métropolitain qui choisira, et l'ensemble des propositions sera proposé. Donc on a, dès le départ, présenter la chose de cette façon-là en tenant compte des leçons. Deuxième chose, je vais essayer de réagir à tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été dit. Sur la question, oui, il faudrait former les élus, etc. Oui, vous avez raison, il faudrait aussi former les élus, parce que les élus, ils ne connaissent pas tout. Mais les élus ne décident pas simplement en fonction des informations plus ou moins objectives, scientifiques qui leur sont proposées. Les élus, quand ils sont dans un groupe politique, des fois ils votent parce qu'ils disent le groupe, on vote comment là, le groupe? Bon, on vote comme ça. Donc les élus, ils votent comme ils votent ce que leur groupe vote, vous voyez. Et puis des fois, vous avez un groupe qui dit là, on va voter ça parce que on a quand c'est parce qu'on a négocié ça avec l'autre groupe. Donc oui, on n'est pas d'accord, mais vu qu'ils nous ont donné le truc, donc on passe, parce que sinon on n'arrive pas à avoir la majorité. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir des majorités et les majorités, ça se construit. Et les majorités, ça se construit avec la force de conviction, puis ça se construit aussi avec la négociation, etc. C'est comme ça que ça marche aussi. Faut en avoir voilà. Alors, je reviendrai là-dessus après, mais sur la question de l'alignement des politiques publiques, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est très intéressant, la Convention citoyenne, en tout cas au niveau métropolitain, parce que ça va permettre d'aligner les politiques au niveau des différentes communes, qui ne discutent pas forcément entre elles sur leurs compétences, 49 communes, avec la politique du territoire. Et là, il peut y avoir une véritable opportunité, en tout cas, il me semble, sinon d'aligner, mais en tout cas, petit à petit, créer le consensus, à condition que ça soit voté. Parce que vous avez vu en conseil métropolitain, à un moment donné, vous avez des élus qui vous ont interpellé, on vous dit mais vous êtes qui vous pour nous donner des leçons là? C'est quoi là? Nous on est élus, Nous on est élus, et puis moi mes citoyens, je les vois au café, machin, etc. Je discute avec eux, pas besoin de
de tous les trucs là, les controverses, les machins là. Non. On sent les choses, on sait comment. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi de ça quand même, hein, et ils sont légitimes. Deuxième chose sur le référendum, deux dernières choses. Sur le référendum, en fait, il y a aussi une question qui est posée sur la participation. Parce que imaginez, c'est des questions qui sont posées, qu'on fasse un référendum et qu'il y ait peu de participation. Ça pose la question aussi de la légitimité du référendum, parce que même si, peu importe le sens du vote, mais la participation aussi est importante. Disons, en fait, votre truc, tout le monde s'en fout, puisque personne n'est allé voter au référendum. Donc, non, mais je caricature volontairement pour vous dire, parce que là, on est dans un lieu de réflexion, et je trouve ça très très bien, etc. Puis après... ensuite, sur l'impact des travaux, moi je pense qu'il y a eu un impact très très fort à Grenoble, c'est sur la représentation que les élus ont des travaux des citoyens en termes de participation. Parce qu'on a fait une présentation dans un conseil extraordinaire, il y a quelques semaines de cela, et c'était vraiment un très très bel exercice de démocratie. Moi j'ai trouvé que c'était une leçon de démocratie. Il y avait quelque chose qui était très solennel, et j'ai eu des témoignages de beaucoup d'élus de tous les groupes qui m'ont dit « Waouh, là il s'est passé quelque chose ». Il y a quelque chose là, et les élus l'ont senti. Alors, plus en termes de représentation, de changement, en se disant, mais effectivement, ils ont fait un super travail, donc ils ont écouté différemment, et il y a quelque chose qui s'est passé en termes de représentation, vraiment. Il faudrait étudier ça de près, mais ensuite, sur venir à imaginer que plus tard, un certain nombre de délibérations soient co-construites avec les citoyens, pourquoi pas ? Mais n'oubliez pas, vous avez des élus aussi qui appartiennent à des groupes politiques. Et donc, derrière, il y a une grille de lecture idéologique du réel. Et les citoyens, alors peut-être de manière impensée, mais en tout cas moins consciemment que les politiques, ont cette grille de lecture idéologique, sauf les militants, bien entendu. Et du coup, c'est quand même pas aussi simple qu'il n'y paraît, quoi. Je veux dire, il n'y a pas comme ça de transparence entre l'avis du citoyen et ce qui va être porté immédiatement par le politique. Il va y avoir un débat, une discussion à travers une grille de lecture idéologique, et selon le profil politique auquel vous vous adressez, le résultat ne sera pas le même, évidemment. Mais donc ça doit se penser, tout comme on pense un processus de formation loyable, équitable, qui explique bien qui prend la parole. On doit pouvoir expliquer aux citoyens, et je pense qu'ils doivent pouvoir comprendre avec qui ils travailleraient, quels sont les partis, quelles sont les lignes, quels sont les programmes, justement refaire peut-être cette mise à niveau pour pouvoir ensuite dialoguer avec les élus. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel on réfléchit, parce que moi, je me trouve là à préparer, à designer un processus dans lequel les parlementaires français nationaux vont être associés à des réflexions citoyennes sur l'avenir énergétique. Ça sera en janvier, et ça sera une première en France. Donc, j'ai cette question-là pendant une journée. Comment est-ce que je fais travailler ensemble des citoyens et des parlementaires qui viennent effectivement de groupes politiques différents. Je vais peut-être continuer, vous laisser la parole si vous voulez réagir sur certaines choses qui ont été dites, et puis après j'ai à nouveau 3 prises de parole. Si vous pouvez faire court, if you can make it short, so I can... Very quick. So I'm only going to. I'll just pick 3. Matilda asked about the idea of mixing politicians and citizens in the same place. I think that's fine. It's just a different model. It's not a citizens' assembly. It's something else. So interesting. The Irish did it once and never did it again, but the Brussels commissions are doing it all the time. So I think there's something interesting there. But we've got to recognise it's something different, and there might be reasons for it. The second is this issue that was brought up from you, from the Polish experience and other experience, about evaluating and reviewing the recommendations. And I think this is it's been really interesting. The more recent assemblies have done more of that. And there's a case which I'm on a call next week to learn more about, of a municipality in Germany, in Erlangen, where they actually, the assembly did some of its work, then stopped its work. It was reviewed by stakeholders, it was reviewed by scientists, who then fed back in. The assembly came back in, it then kind of did some more work, it went back. So they didn't try and do the assembly all in one go. They actually stopped its work and had reviews done, and I think that's potentially a really interesting model as well. We're right at the foothills. You were saying this, it's taken 300 years
for us to get into this mess with representative democracy. We're trying to think that in 2 years, in 3 years with citizens' assemblies, we've kind of defined how they should operate. And I think we're really still learning. And the last point I just wanted to say was the question about how far have we learned from previous experience, which was the question you were asking. I mean, that's why the Knowledge Network on Climate Assembly exists. And part of the problem is a lot of these things have been happening very quickly, one after the other, after the other, after the other. The actual carriers of knowledge are people like Res Publica, who have actually done more than one of these things and kind of like have hopefully learned a bit from each time they've done it. But you know, when a politician decides I want to do one of these things, it's usually based on seeing one or two others, like the French Convention or whatever. They've got no idea necessarily that there's been all this practice elsewhere that they could potentially have learned from. And I think that's actually a role that people like practitioners like ourselves can play in saying, your situation is a bit like this situation that they had in Italy, and maybe you want to look at that model. And so this is actually what we're trying to do with the Knowledge Network, is particularly in these areas of innovation, of trying to say, let's not just do the same thing each time. Let's try and learn something. So, you know, that is absolutely vital in this area because it's all too quick. Merci, Graham. Just quickly to come back on that. Tell them how great Knocker is. Yeah, Knocker's fantastic. Yeah. Fantastic. You can buy me a pint later. What's really, really important is that we are consciously learning. So consciously learning from the work you did in each of these assemblies, but not slavishly representing it. So that we're recognising what went well and what didn't go well. For both of the assemblies we've done in Scotland, we commissioned external research to come in and tell us where we were rubbish and where we were good, and being really thoughtful about how we then learn those lessons. And in what we're trying to do now is embed those processes across government and think about what the infrastructure you might need to help public servants understand the benefits, to help build that infrastructure, because you really do need to shift how we work as public servants for this to have real impact. Merci de finir la phrase par notre impact réel, parce que c'est bien l'objet de notre table ronde ici, c'est de se demander comment est-ce qu'on améliore cette relation entre les différents protagonistes. Je pense que c'est juste de dire que c'est pas d'un côté l'administration, de l'autre côté les citoyens, mais cet écosystème, comment est-ce qu'on fait qu'il fonctionne pour avoir de l'impact, pour affronter cette question climatique. Dans nos débats là et dans notre dernière vingtaine de minutes qui va nous amener à la conclusion, je voudrais peut-être qu'on recentre ça sur la question climatique, parce que gentiment, Graham dit qu'on a beaucoup d'expérience et que je dirais, comme vous l'avez aussi mentionné, qu'on fait des progrès en termes de méthodologie, mais parfois, en tant que praticien qui commence à avoir une bonne conscience des sujets parce qu'on a été formé avec les citoyens, on est démunis. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment comment on va, grâce aux propositions, aux travaux et face à une administration, avoir réellement un impact. Et donc moi, quand j'anime et que j'organise cette table ronde, j'ai pas la solution. Et voilà. Et une des manières que j'évoquais tout à l'heure, qui est on connaît des mesures, on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi maintenant est-ce qu'on met pas ça en discussion et toutes ces conditions de mise en œuvre? Moi, je serais prête à organiser une convention citoyenne sur comment est-ce qu'ensemble, maintenant, on passe à l'action et pas comment, qu'est-ce qu'on doit faire, mais comment est-ce qu'on passe à l'action. Et clairement, il y a des conventions qui commencent à penser à ça, mais tout à l'heure, on évoquait, c'est aussi, il est trop tard, comment est-ce qu'on s'adapte? Cette question de l'adaptation, elle a été ajoutée au changement climatique, elle a été ajoutée dans le mandat de la Convention de Grenoble. C'est une couche supplémentaire, mais c'est aussi très concret, très opérationnel et très rapide. Voilà. Et juste pour vous dire que quand on est praticien de la participation, on n'est pas au service d'un outil, on est au service d'une politique, et on est au service de l'action, et il y a une vraie tension. Moi, j'ai jamais senti autant en tant que praticienne cette urgence à ce que les débats qu'on organise atterrissent, soient utiles,
parce que c'est aussi parfois épuisant et déprimant. On met beaucoup d'émotions là-dedans. Et voilà. Je donne la parole dans la salle et puis ce qu'on avait aussi convenu, c'était qu'à la fin de notre échange, on se redonne vraiment la parole entre vous deux, Graham et Françoise. Donc je te donnerai la parole peut-être Françoise à la fin, parce qu'il y a des gens derrière toi qui la demandent depuis tout à l'heure et je vais leur dire. Allez-y. Oui, merci. Jean-Baptiste Pointel, je travaille à Est Ensemble et j'organise aussi une convention citoyenne. Je voulais juste revenir sur 2-3 sujets. Sur la question du référendum, on dit souvent que c'est une sorte de summum de la démocratie, mais parce que tous les citoyens sont amenés à voter. Sauf que, en fait, ça pose un problème de question de qu'est-ce que c'est que la démocratie. Et si on prend la démocratie comme un processus, et l'intérêt des conventions citoyennes, c'est aussi tout le processus d'apprentissage, d'échange, d'intelligence collective qu'il y a à l'intérieur. Le référendum, ça devient un moyen de trancher un différend, mais c'est pas forcément la question la plus démocratique. Et ça, c'est quelque chose, je trouve que à l'issue des conventions citoyennes, on retrouve assez souvent. Et c'est quelque chose que Monsieur le Vice-président évoquait aussi. La démocratie, les élus, c'est pas juste parce qu'ils ont été élus, c'est qu'ils sont en contact avec de nombreux citoyens qui peuvent récupérer plein d'idées, plein d'éléments. Et c'est ça qui est très intéressant. Et avec le problème en face des personnes qui participent aux conventions citoyennes, qui deviennent des super citoyens et qui peuvent vouloir un peu presque s'accaparer la parole. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce que je voulais juste évoquer après, c'est on a oublié un élément, à mon sens. On parle de l'administration comme si les élus sont l'administration, mais on a les agents et plus largement, on peut aussi voir tous les autres éléments, les parties prenantes, les entreprises, les associations, etc., qui sont souvent mises de côté. Et je vais prendre un exemple, les budgets participatifs, par exemple. C'est les citoyens qui proposent, et après, l'administration, elle doit mettre en œuvre. Et elle n'a pas été associée au début, elle se retrouve avec des choses qui parfois ne sont pas faciles à mettre en œuvre, voire sont, à leurs yeux, délirants. Et c'est compliqué de réussir à faire, quand on organise une convention citoyenne, à ce que l'administration soit elle-même impliquée. Et je voulais justement évoquer une expérience que je trouve assez intéressante, qui est celle de la Wallonie, où il y a eu une sorte de convention citoyenne de l'administration en parallèle. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut enrichir les débats, faire de la co-construction et amener à ce que tout le monde réalise ensemble. Et c'est beaucoup plus concret après dans les propositions. Et le dernier point, c'est sur est-ce que les services, quand on organise une convention, on regarde ce que font les autres? Oui, on regarde énormément, on fait beaucoup de parangonnage, on regarde, on discute, on échange, et on pense toujours à comment est-ce qu'on peut adapter sur notre territoire, sur notre sujet, pour essayer de répondre à tous ces problèmes. Et là où je trouve que nous pêchons tous, moi-même, c'est la question de l'évaluation et de prévoir quelle est la suite. Et ça, c'est l'élément sur lequel on bute systématiquement. Vous pouvez nous donner juste une petite idée de comment vous y prenez, puisque votre convention est terminée. Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, nous avions essayé de faire, pendant la convention, des ateliers avec les citoyens et les élus et l'administration pour définir un observatoire des engagements. Mais au final, une fois que la convention est passée, ça a été très compliqué de réussir, parce qu'il y a eu un temps ensuite de l'adoption par l'administration qui a instruit, puis les élus qui ont fait pour mettre en délibération. Les citoyens, quand c'est arrivé, ils étaient très contents du résultat, mais on en avait déjà perdu beaucoup, et réussir à les intégrer dans un observatoire, c'était très très difficile, alors même qu'on avait d'autres dispositifs, avec le PCAET, etc. Et donc, là, on a des éléments complexes. Merci. Donc, on en est tous au même point, c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions ? Alors, du coup, je vous propose qu'on aille vers cette dernière partie. Il nous reste un petit quart d'heure. Et je me permets de vous prévenir qu'à 18h30, dans cette même salle, il va y avoir un atelier qui portera sur le co-design des dispositifs et de l'évaluation. Donc, on est vraiment comment est-ce qu'on associe toutes les parties prenantes, les citoyens, mais aussi les écosystèmes territoriaux, à la définition de processus délibératifs et leur évaluation. Donc on est un peu aussi dans cette problématique qui, on espère, pourrait permettre d'avoir un meilleur impact. Graham. Ok.
it's just occurred to me, does anyone have any experience of what's been going on in Iceland? Because there was crowdsourcing of their constitution, which I think excluded the politicians, and I think it's been more or less approved by the population, but the politicians, you know, have basically put a stop on it, whether that's permanent or temporarily. But there seemed to be a potential there for moving things forward. Not if you can manage it, or just about manage it with a constitution, you should be able to manage it with, shall we say, less base law. Qui veut nous parler de la convention islandaise? Peut-être aussi, Giovanni, il n'écoute pas, mais il pourrait nous en parler. Hein. Si, hein, tout à l'heure. So I mean, the convention in Iceland's a bit. It bears some relationship to what we're talking about. The only bit which had sortition was at the start when they were doing this massive. They had a one day or a 2 day massive event with about 1,000 people in it, which were randomly selected who came up with ideas, but then they actually elected citizens to actually do some work on the constitution, and so they had a slightly different status. But what that does show us actually is how you can go through these kind of very, very detailed participatory and deliberative processes. And if you somehow think that it's a good idea to do that separate from politicians because you think they might mess it up, well, they're going to mess it up at the end because if they weren't involved in the process, why do they feel no ownership of it? So I think we've got a real balance to be made here, because those of us who are from a more radical, deliberative, participatory background, we kind of think there is a problem with the elected space, and we want to create this other space because there are dysfunctionalities, if you like, within electoral politics that we worry about. But then, of course, this really nice, protected, deliberative space has to interact with that elected or public administration space, and we have nothing to say about it. And we really need to. I mean, one can still be antagonistic in the sense of saying we don't think part of the system is working well. But if we want to see these things function within our current political systems and not just think of them as kind of utopian moments, we're actually going to have to develop that. So I think the Icelandic one is really interesting. It shows what citizens can do, but it also shows what citizens can do if they ignore the political system as well. You know, so it's a challenge. It's a challenging example. Est-ce qu'on a d'autres remarques? Françoise, si tu veux réagir peut-être pour des petits mots de conclusion aussi. Ouais, enfin, moi, il y a deux choses que j'ai entendues tout à l'heure quand j'étais contente d'entendre que Pascal Cloer nous a dit qu'au niveau du ressenti du Conseil de la métro, quand on a présenté au 14 octobre, il s'était vraiment passé quelque chose. À mon sens, ça veut peut-être vouloir dire que quand il y a... Enfin, moi, je veux dire, c'était porté de notre part, je crois, par une belle ferveur. Il y avait un véritable engagement des citoyens de la Convention dans ce qui a été proposé. Sans doute qu'on a réussi à transmettre cette ferveur, et peut-être que ça veut dire que quand il y a des enjeux importants, ça peut transcender les divisions politiques quelque part. Et peut-être qu'il peut y avoir, là aussi, un consensus des politiques par-delà leur division partisane. Nageons en pleine utopie. Autre utopie, peut-être qu'il faut aussi imaginer un exercice différent de la démocratie, si on veut donner une place aux citoyens, avec un temps de citoyenneté qui appartiendrait à chaque citoyen, parce qu'on se rend compte que ce qui freine beaucoup pour le suivi, c'est que, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, Graham et moi, on est retraités, on a plus de temps que quelqu'un qui travaille et qui voudrait peut-être être engagé aussi fort que nous, mais qui ne dispose absolument pas de la possibilité de le faire. Donc c'est peut-être aussi une réflexion à pousser au niveau politique. Oui, je veux bien faire une réponse. Et puis en plus, après, je répondrai à votre question sur les effets. Comment vous dire? Oui, peut-être que à l'occasion de la Convention citoyenne pour le climat, on va avoir des ententes. Non. Ah. Est-ce qu'on a un problème avec la traduction? Normalement, c'est jusqu'à 45, et puis après, ils reprennent pour 18h30. Je ne sais pas, en tout cas, visiblement, ça ne...
It's back. Merci beaucoup aux traducteurs. Oui, peut-être qu'on va avoir ce phénomène-là, dans lequel... Vous savez, moi, ce que vous appelez les politiques, enfin les élus, il se trouve que là, on est dans le Conseil, il y en a 119 ici, plus tous ceux qui sont dans les communes. J'ai cette chance de les côtoyer quotidiennement. Et ce sont des gens responsables, quel que soit le banc politique sur lequel ils sont, et ils ne sont pas plus fermés que les autres, ils entendent bien ce qui se passe, ils voient bien ce qui se passe. Bon, donc moi je suis assez positif sur les effets. Attendons de voir ce qui va se passer en mars sur la Convention citoyenne métropolitaine. On fera le bilan après, une fois simplement que ce sera fini. Je ne voudrais pas qu'on l'anticipe avant, parce que certains pourraient utiliser l'anticipation pour faire passer, pour construire des trajectoires les politiques qui peuvent les arranger, ou en surinterprétant un certain nombre de choses, etc. Enfin, sur des... Deuxième chose, pour terminer, je dirais, je crois que si on veut aller plus loin, il nous faut un cadre légal, en fait. En tout cas, en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, en France, il faut un cadre légal. C'est-à-dire que ceux qui doivent... alors, soit on a... ça veut dire que les députés doivent s'emparer, enfin, un certain nombre doivent s'emparer de cette affaire, avoir des propositions avec des think tanks comme le vôtre, enfin, avec des personnes qui réfléchissent. Et on a des cadres... on a la chance, en plus, nous, à Grenoble, d'avoir le ministre qui s'occupe des questions de la démocratie, Olivier Véran, qui est député... je le connais très bien, Olivier, député de la première circonscription qui est à 1 kilomètre d'ici et qui est porte-parole du gouvernement. Donc c'est un certain nombre de personnes qu'on peut rencontrer et avec qui on peut échanger, et il peut y avoir soit un cadre légal qui est posé de manière définitive, j'y crois assez peu dans un premier temps, mais en tout cas il peut y avoir un cadre légal d'expérimentation qui permet en fait qui permet à une collectivité qui va par exemple s'engager dans une convention citoyenne sous réserve d'un certain nombre de garanties, on va dire, d'organisation du débat, que les propositions qui soient faites suivent un circuit délibératif qui soit beaucoup plus impliquant pour les citoyens qui ont participé à la convention citoyenne. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir, par exemple, part au vote. Ça ne me paraît pas quelque chose de délirant dans certaines conditions. Mais il faut que tout ça soit étudié au niveau national, parce que actuellement le cadre légal dans lequel on est ne permet absolument pas de faire ça. La ville de Grenoble a testé, j'étais élu à l'époque à la démocratie participative, un dispositif d'interpellation citoyenne qui était assez ambitieux, avec un système de référendum. Le préfet de l'Isère nous a retoqué au titre du contrôle de légalité. On est passé au tribunal administratif, on a perdu, on a dû retirer notre dispositif. Alors, dans la question de la légalisation, ou en tout cas d'un statut particulier, il y a la question, et je pense que c'est un peu sans l'évoquer, parce que je ne sais pas si tu connais cette réflexion-là, mais au niveau national et parmi les praticiens et les personnes qui réfléchissent à la démocratie participative, la question du statut du citoyen participant, serait aussi une solution, c'est-à-dire que lui donner et reconnaître le statut, tout comme le juré d'assises, pour qu'il soit dégagé de ses fonctions, enfin de son métier, et qu'il soit accompagné dans son rôle de citoyen pendant la convention, éventuellement après, permettrait qu'il y ait une plus grande diversité en tout cas qu'on touche la diversité qu'on a du mal de toute façon à avoir dans les processus. Et donc ça c'est au-delà de l'institutionnalisation du processus délibératif qui, moi, de mon point de vue, apporte toujours de la rigidité, mais je pense que malgré tout, et tout ce qu'on vient de se dire là, on peut s'influencer, s'aider, construire les choses. À chaque fois, nous qui avons l'expérience de plusieurs conventions, ou assemblées, ou mini-publics, on se retrouve toujours à recommencer de zéro, avec les mêmes problématiques, mais les réponses sont toujours différentes. Donc, je trouve que donner un cadre, c'est pour ça que des guides, c'est intéressant. Mais en revanche, l'institutionnalisation, moi, voilà, peut-être pour penser à certains impacts et cadrage, oui, mais surtout le statut du citoyen, moi, ça, j'y crois pas mal.
Alors, je ne sais pas trop comment conclure. Est-ce que vous voulez tous les deux donner... Est-ce qu'il y a déjà dans la salle des gens qui veulent dire un petit mot? Je sens que ça commence à partir, donc je pense que c'est pas mal qu'on synthétise et qu'on se dise ce qu'on tire de cette table ronde, ce qu'on retire de cette table ronde qui pourra nous servir pour nos guidelines. Je ne sais pas. Allez, Graham, ou Dorine et Graham en tant que chair de CNOCA en dernier, peut-être Dorine et puis Pascal et puis Graham en dernier. Comme vous voulez. So I haven't got anything really to add from what's been said. I've really enjoyed the last 3 hours. I think it's been really, really positive. I feel that the nature of the debate is changing, which is really, really good. I would really, for those of you who aren't part of the Knowledge Network on Climate Assemblies, who are interested in carrying on these kind of discussions, please do become part of the network. There's lots of opportunities for doing co-creation work in workshops and etc., trying to take practice forward. So I hope to see some of you in other spaces. It's sadly mostly on Zoom, and it's so nice to be actually seeing people in person. But I just want to kind of end by saying I just think that we need to match our sort of activity and creativity in relation to democratic innovation with activity and creativity in relation to public sector innovation as well. And I think unless those two things go hand in hand, then actually we're not going to really make as much of a success of this as we could do. I would end with exactly the same words. It is really, really important that public services we all begin to see the value of shared decision making. And you need processes and infrastructure if we're going to do that in a way that doesn't scare the horses, be whatever bit of the stable they're in. So we need to build those and we need to flex how we build them, learn from each example, and then have frameworks that are sufficiently flexible to change. One of the things I've heard people say today is, of course, well, we weren't allowed to talk about that because it meant a change of law. Laws can be changed. So equally, they can't be changed easily. So you have to do that with real seriousness. But getting the processes so that we can be really thoughtful about how what we're trying to do here improves people's lives. This isn't about creating a new system for the sake of it. If it doesn't have good outcomes for our citizens, why are we doing it? So it really needs to be bedded into the processes and give people more agency over their lives and more trust that where public services are involved in their lives, they're doing the right thing and the thing that people need. Merci. Avant de donner la parole à Pascal Cloer, j'ai une chance pour me rattraper parce que j'ai oublié de vous relancer tous les trois sur la question de l'ISE des hôtels qui était comment dans les dispositifs on fait aussi la part et participer la société civile. On a beaucoup parlé citoyens face aux organisations des conventions. Et en plus, comme je sais qu'à Grenoble, il y avait parallèlement un dispositif des entreprises, comment est-ce que aussi cet atterrissage des mesures avec la société civile, avec le monde économique peut se penser? Et je vous donne la parole pour conclure avec ça. Oui, alors rapidement, donc les résultats de la Convention citoyenne climat sont portés dans différentes instances. J'ai parlé des conseils municipaux, du conseil régional, conseil départemental, et également dans une instance métropolitaine qui, a en charge le développement économique local avec un certain nombre d'acteurs, dont les acteurs économiques, les grandes entreprises, les moyennes, les acteurs économiques du territoire. Et donc, ces acteurs économiques vont s'emparer des propositions et regarder quelles réponses, elles pourront faire à partir de ces propositions. Voilà. Simplement pour terminer, je crois que de notre côté, c'est quand même un peu tôt pour tirer leçon de tout ça, puisqu'en fait, on est encore en plein dans le processus. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour l'organisation de ce temps de réflexion. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir des acteurs qui partagent et qui toutes ces réflexions. Pour nous, c'est vraiment ultra utile, je le dis comme ça, parce que la question des mini-publics est une question, enfin le mini-public au sens, les publics qui représentent, on va dire, le plus grand public, est un des axes majeurs de notre politique de développement participatif métropolitain. Merci à vous trois, merci à CNOCA, merci à la métropole. Vas-y. Et merci beaucoup aux interprètes qui, j'espère, ont... En tout cas, nous, on vous applaudit, on vous remercie beaucoup. Ils sont dans une petite salle à côté. Merci beaucoup à vous. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a un atelier qui va se passer encore. Donc, si vous voulez rester un petit peu avec nous, continuer d'échanger de manière informelle parce qu'on est là, et puis enchaîner sur l'atelier qui suit, on sera ravis.